l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norberg au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans la conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité, ne condamnez plus l'info sans l'avoir jugée. Tree TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette première convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Vous savez, ce rendez-vous sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi à partir de 8h pour le direct, rediffusé les mêmes jours à partir de 22h. Merci encore une fois de cette fidélité sans cesse renouvelée. L'autorité d'un seul homme compétent, qui donne des bonnes raisons et des preuves certaines, vaut mieux que le consentement unanime de ceux qui n'y comprennent rien. C'est une pensée, une conviction de l'astronome Galilée, et c'est à méditer en cette journée du 30 septembre 2019. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Je suis Loukman Sanfo, j'ai présidé ce tribunal avec la complicité des deux juges au siège, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour, président Sanfo, bonjour, juge Vaha, bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour juge Boukma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce début de semaine. Également un plaisir de retrouver toute l'équipe de réalisation, à la fois à la télé qu'à la radio. Et merci à vous, mesdames, messieurs, de nous suivre de façon continue. Ce matin, nous avons envie de porter un jugement sur les propos tenus par notre Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré à l'occasion de la 3e session du Bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Le parti au pouvoir, c'était le 28 septembre 2019 au Palais de la Jeunesse et de la Culture, Jean-Pierre Gangané. Alors, il était donc l'invité vedette. Il a fait le point de la situation nationale et des actions gouvernementales. Il a notamment annoncé que pour compter du 1er janvier 2019, l'UTS sera appliqué sur les indemnités et les primes des fonctionnaires. Le Premier ministre a également affirmé qu'il tiendra désormais une politique de fermeté face aux revendications tout azimut. Voilà, on va y porter un jugement sur l'ensemble des propos tenus à cette occasion. Et dans la deuxième partie de l'émission, vous savez que la France s'apprête à rendre un dernier hommage à l'ancien président français Jacques Chirac, qui s'est éteint le 26 septembre dernier à l'âge de 86 ans. Alors, au lieu d'un simple hommage, nous allons porter un jugement sur l'œuvre de l'homme du point de vue africain. Que retenir donc de Jacques Chirac et de son action sur le continent? Ça va être le second centre d'intérêt de cette émission, le tribunal de l'actualité. Voici les avant-propos pour commencer. Nous sommes lundi, c'est le dernier jour pour ce mois de septembre, donc dernière convocation du mois de septembre. Bernard Boukma, qu'est-ce qu'on peut bien prendre comme avant-propos ce matin? Bon, effectivement, c'est un avant-propos qui est un dernier jour de septembre, en fait c'est ce que je voulais dire, un dernier jour de septembre qui tombe en début de semaine, donc qui tombe sur un lundi.
Donc ce qu'on pourrait souhaiter, c'est une très bonne semaine. C'est en même temps la reprise officielle de cours au niveau des établissements publics et privés. Il y en a qui avaient déjà commencé à la mi-septembre, mais bon, à partir du 1er octobre, les cours commencent véritablement au niveau des écoles. C'est vrai qu'au niveau des instituts supérieurs, il y en a qui vont commencer en novembre, mais bon, c'est vraiment la rentrée officielle. Ce n'est plus une affaire de rentrée administrative où les enseignants vont pour préparer, c'est la rentrée effective des classes. Et donc, il y en a qui n'ont toujours pas eu de place. Bon, mais quoi qu'il en soit, c'est de souhaiter une très bonne année scolaire à tous les enfants, mais aussi à leurs parents, et surtout au monde des encadreurs. Donc que ce soit les responsables d'établissement, les fondateurs d'établissement, les enseignants, les facilitateurs, tous ceux qui interviennent dans la chaîne de l'éducation des enfants de Burkina Faso, c'est leur souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, parce que ce n'est pas aussi évident. Et parfois il y en a qui sont payés en monnaie de singe, surtout qu'aujourd'hui on a des parents qui partent bastonner effectivement des enseignants, mais surtout aussi la pensée spéciale, c'est à tous ces élèves qui sont dans les zones où, compte tenu de la menace terroriste, il y en a qui n'ont même pas fait les classes l'année dernière. Cette année encore, ce n'est pas évident, et le nombre d'ailleurs a grossi. Il y a des efforts qui sont promis par le gouvernement, donc pour moi qui sont attendus. Mais quoi qu'il en soit, c'est une année scolaire que l'on démarre en ayant véritablement une pensée pour ces élèves-là. On se pose la question de comment est-ce qu'ils vont faire, et c'est en même temps toute une génération l'avenir de toute une génération de Burkinabés qui est en jeu avec cette affaire de lutte contre le terrorisme. Donc beaucoup de courage à tout le monde, bonne rentrée scolaire et puis bonne fin du mois de septembre. D'accord, merci bien à vous, Geoffroy Benabougma, pour cet avant-propos. C'est à Geoffroy maintenant qu'on passe la parole pour son avant-propos du jour. Merci, Président. Je vous sentais empressé de me donner la parole. Évidemment. J'en suis très heureux d'ailleurs. J'ai deux avant-propos ce matin. Le premier va concerner Hugues Fabrice Zongo, qui, du côté des mondiaux qui se jouent à Doha, nous a fait l'honneur d'être encore sur le podium avec une médaille de bronze, un triple saut à 17,66 mètres. C'est vrai qu'il a été dévancé par deux Américains, mais il faut dire que c'est quand même celui qui détient le record du continent. Et je dis à ce grand rendez-vous, il a encore brillé. Nous ne parlons pas souvent sport ici, mais ceux qui hissent le nom du Burkina Faso toujours là où il faut, nous en parlons ici. Et c'était pour moi le bon point à marquer en avant-propos ce lundi et ouvrir la semaine. J'ai un deuxième avant-propos, je disais que j'en avais deux, et le second donc concerne le Nigeria qui a décidé de fermer son frontière. On se rappelle, l'annonce avait été faite le 20 août dernier de façon unilatérale avec son voisin béninois. On sait que c'est pas la première fois que cela arrive, mais quand on regarde, d'abord les raisons qui ont été données, c'est que c'est pour éviter qu'il y ait des produits qui entrent au Nigeria à travers la contrebande, parce qu'ils en sont inondés et ça commence à créer des problèmes. C'est pas la première fois, je le disais, sur la question par exemple des véhicules pour donner de l'oxygène aux entreprises locales, à l'industrie locale nigériane. Il avait aussi décidé de ces fermetures de frontières là pour les véhicules qui quittaient souvent le Bénin, qui rentraient. On a vu aussi ces fermetures de frontières lorsque du côté du Bénin il y avait des petites incertitudes, un genre d'instabilité sur le plan politique. Et cette fois-ci, c'est encore une autre fermeture. Maintenant, est-ce que le Nigeria, avec la dynamique dans laquelle on est, tout le monde parle de Zleka et tout, est-ce que ça pourrait se comprendre? Je dis ça peut se comprendre parce qu'il faut des fois aussi faire attention lorsqu'on apprend des nouvelles comme ça. Prenez le cas du Nigeria et du Bénin. Le Bénin est aujourd'hui la première destination pour ce qui est de l'importation de riz, ou bien plutôt du riz exporté de l'Inde et de la Thaïlande. Alors que c'est 11 millions d'habitants, en gros, ils ont leur importation en matière de riz blanc qui est passée d'environ 700 000 tonnes selon un rapport à près de 2 millions et quelques. Pas parce que leurs besoins ont si grandi que ça, non. C'est parce qu'ils importent ce riz-là qu'ils vont écouler encore sur un marché à côté qui est celui nigérian. Le Nigeria qui, en 2014, je pense, importait pour 5 millions, ne serait-ce que pour la nourriture. Aujourd'hui, ils sont passés à près de 22 millions de dollars. C'est de ça que je parle. Mais à un moment donné, ça commence à devenir plutôt milliards. Pas un milliard, 22 milliards de dollars. C'était en gros 5 milliards.
il y a quelques années, donc ça commence à devenir pesant pour eux. Alors qu'il y a une industrie locale et il y a aussi une production locale et des producteurs sur lesquels ils sont en train de travailler pour parvenir à une autosuffisance alimentaire et pour parvenir à des objectifs qui soient intéressants pour le Nigeria, qui n'aura plus à sortir des devises pour de la nourriture, mais peut-être pour autre chose. Et quand vous êtes engagé dans ces combats qui sont titanesques, vous ne pouvez pas vous faire aussi l'économie d'être ferme sur vos frontières et de voir des produits qui viennent vous inonder. Donc il faut que ces deux pays s'entendent. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Quand on regarde le Nigeria, c'est 75% du PIB de notre CEDEAO. Et quand on prend l'axe Lagos, Abidjan-Lagos, et pour le Nigeria qui on va dire qui commande la plupart des produits que nous avons, on nous dit que c'est 75% de ce que nous avons comme commerce dans notre espace. Et rien que ce axe-là, Abidjan-Lagos. Donc vous voyez que clairement, ça va impacter notre sous-région. Maintenant, est-ce qu'il faut pointer du doigt le Nigeria pour ne pas s'ouvrir? Et puis oublier que le Bénin aussi a sa part, parce qu'elle ne peut pas importer et puis continuer à tuer une économie à côté qui, elle, essaie de se réveiller, ne serait-ce que à travers un bon boulot qui est fait sur le chapitre autosuffisance alimentaire. Donc des producteurs locaux qui sont là, qui sont en train de tuer aussi avec ce marché. Il ne faut pas voir que du commerce. Ce riz qui vient, c'est de l'Inde, c'est de la Thaïlande, ce n'est pas un produit africain. Donc je dis souvent dans notre façon de commercer entre nous, on se fragilise. Et je crois que c'était toute l'importance de la rencontre de la ZLECA avec la plupart des produits qui avaient été ciblés, sur lesquels il devait avoir un type d'accord. Pas que les pays servent de relais pour d'autres puissances dans certains produits en termes d'écoulement. Et ça va saper ces économies nationales-là et par ricochet l'économie de notre espace. Et c'était le deuxième sujet que j'avais envie de prendre en avant-propos. Merci, Président. D'accord. Les auditeurs et téléspectateurs l'auront compris. Vous avez été suffisamment pointu et large sur le sujet. Il n'y a pas de mal puisque notre matière première c'est l'actualité. Donc pas de quoi de plus normal que de vous laisser en tout cas porter ce regard sur surtout que c'est un sujet économique. Mesdames, Messieurs, à présent la première affaire, on va parler de cette sortie de notre Premier ministre. Vous savez que la 3e session ordinaire de l'année du Bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP s'est tenue ce samedi 28 septembre à Ouagadougou. Alors l'ordre du jour a porté sur la situation nationale et la vie du parti, donc et les tâches urgentes. Et à l'occasion, le Premier ministre a été invité pour faire la photographie de la situation nationale. Il a tenu donc un certain nombre de propos et de positions que nous allons apprécier tout à l'heure. Ben Abouma, d'entrée, je le disais qu'il était l'invité vedette de ce BPN du MPP. Alors, d'aucuns ont estimé que, vu le contexte de son arrivée à la tête de l'exécutif, vu la situation nationale, le Premier ministre Dabiré devrait moins faire des apparitions politiques et d'être plutôt technicien, de travailler sur les questions urgentes que de faire des apparitions politiques. Quel est votre regard là-dessus? Effectivement, ces personnes qui le disent ont raison compte tenu de notre contexte actuel, qui voudrait que le Premier ministre se concentre beaucoup ou mise ses énergies par rapport aux défis que nous avons à relever, par rapport au contexte dans lequel nous sommes, qui appelle au rassemblement, qui appelle à l'union, qui appelle à cette unité sacrée autour effectivement de la République. C'est d'ailleurs ce qu'il a prêché lors de son passage au niveau de l'Assemblée nationale, dans son discours de politique générale, quand il prenait effectivement les rênes de la primature, quand il remplaçait Paul Kabatiba. Donc de ce point de vue, effectivement, avoir prêché cela et répartir effectivement de façon partisane, donc assumer effectivement de façon partisane une sortie, effectivement à un moment donné on peut se poser des questions par rapport à cette union ou à cette unité qui a été effectivement qui l'a demandé. Mais il ne faudrait pas aussi oublier que nous sommes dans un contexte tout à fait politique. Christophe Dabiré est un homme politique moulé depuis très longtemps et ce sont ses camarades, ses anciens camarades politiques qui ont cheminé ensemble et il a été dans les mêmes gouvernements que certains, ministre de la Santé, ministre des Enseignements, député. Donc bon, écoutez, donc, en fait, c'est ça aussi, il y a cette réalité. Et donc, je ne crois pas qu'il ait également été nommé Premier ministre au regard de sa neutralité politique. Voilà.
qu'on reproche cela peut-être à Paul Kabatieba qui était arrivé, et c'est par après qu'on apprend qu'il a contribué à rédiger le programme du MPP. Mais Christophe Dabiré, c'est dans le politique qu'ils sont allés le soulever. D'ailleurs, quand il est arrivé, nous n'oublions pas que au début, il y en a qui disent non, il est CDP, non, il est MPP. Et au niveau du CDP, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas eu formellement sa démission. Même alors que quand vous partez aux instances internationales, vous déposez votre démission politique, après vous reprenez. Voilà. Est-ce que quand il est revenu, il a repris? Bon, ça c'est pas. Mais ça veut dire déjà que l'homme était politiquement teinté avant effectivement son arrivée. Donc de là à dire qu'il faut totalement faire table rase de ce passé politique-là, donc ça va être très difficile. Même nous, à sa place, ce ne serait pas évident. Parce que vous n'êtes pas aussi nommé seulement par cela, il y a l'aspect confiance, mais il y a aussi cette couleur politique-là. N'oublions pas que 2020, ce sont des enjeux électoraux et les personnalités, parfois aussi on les prend en tenant compte de leur base, de leur fief ou de leur bastion d'origine. Ce ne sont pas des éléments également qu'il faut perdre de vue. Donc, c'est pourquoi je voudrais... L'essentiel, c'est est-ce qu'il est à la hauteur du challenge? Est-ce que ce qu'il dit pourra le réaliser pour le bonheur des Burkinabés? Maintenant, nous ne pourrons pas empêcher aux politiques, effectivement, d'avoir plusieurs angles de regard. Vous voyez que même dans les partis politiques, les uns et les autres se tapent ces derniers temps. Dans le même parti politique, pour une affaire de oui ou de non, ou de X ou de Y, il y en a qui en font ce qu'ils veulent. Donc, il y en a qui ont appelé même la justice pour l'arbitrage. Donc, ça veut dire que quand on parle de politique, ça bouge et ça part dans tous les sens et toutes les lectures, effectivement, sont promises. C'est comme ça que je vois la chose. D'accord. Geoffroy, quel est votre regard là-dessus? Parce qu'à son arrivée, effectivement, il avait donné l'impression que ce serait un homme politique qui tranche, un premier ministre plutôt, qui tranche avec l'activisme politique et pouvoir être plus technicien et être conciliateur des différents bords qui puissent exister dans la société. Est-ce qu'à ce jour, apparaître de façon, on va dire, affichée, comme ça, et teintée pour les activités politiques, saperait les efforts de réconciliation nationale et de conciliation des différents bords que nous avons? Non, je ne pense pas que ce soit en niant d'où il vient qu'il renforce une dynamique de cohésion ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est de comprendre qu'on est en politique et c'est le vrai visage qu'il y a. On a quelqu'un qui a été élu, je parle du président, sur la base d'un programme. Et il a choisi des gens, certains de son camp, certains qui ne le sont pas, qui ne seraient d'après d'aucun bord, et pour venir mettre en œuvre ce pourquoi le président a été élu. Maintenant, si celui en qui on a porté la confiance émane du parti politique et c'est lui l'une des pièces maîtresses, ou si ce n'est même d'ailleurs le premier relais, que par moment, parce que c'est sur la base des résultats obtenus, qui sont d'ailleurs l'exécution du programme pour lequel le président a été choisi, si cela pêche ou bien s'il y a à recadrer, c'est bien au sein de ceux qui ont défendu et qui ont réfléchi ce programme-là de dire, écoutez, c'est pas comme ça qu'on avait pensé la chose, vous l'exécutez mal, vous ceci, vous cela. Maintenant ça c'est leur cuisine de recadrage ou quelque dynamique que ce soit. Maintenant à l'externe c'est quoi? C'est que la population à la fin elles auront à juger des résultats dans leur quotidien. Non sous le prisme de ce que, parce que vous veniez du parti, vous n'avez pas été, les gens n'ont pas été tendres avec vous en interne, ou bien parce que vous n'étiez pas du parti, il y a ceci. On en a cru. À la fin, on juge sur la base des résultats que vous avez obtenus. Maintenant, il faut reconnaître aux autres le droit de se mettre ensemble, de recadrer les choses, de discuter de comment est-ce qu'ils sont en train de mener cette barque-là, parce que c'est eux qu'on a mis au gouvernail. Je pense qu'il faut avoir au moins cette lecture-là. Et je pense que peut-être d'autres démocraties, même si nous n'avons pas le même régime, nous les jettent à la figure. Regardez en Afrique du Sud. Vous vous amusez, vous faites plus l'unanimité au sein du parti, au parti qui est au pouvoir. Et vous finissez pas votre mandat. Il y a un exemple, c'était Mbeki, n'est-ce pas? Oui, Thabo Mbeki. C'est ça, c'est cela la vérité. Mais ça veut dire que quels que soient les régimes qu'on a, qui sont peut-être la façon dont nous écrivons nos textes, pas la façon, plutôt les textes qui nous régissent, et la façon dont nous voulons évoluer en politique,
derrière tout cela, il y a ce qu'on appelle la politique qui est transversale à ces textes que vous écrivez là et des règles que vous mettez, mais qui s'expriment d'une certaine façon avec un dénominateur commun, quel que soit l'ensemble dans lequel vous êtes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Vous avez un Premier ministre, vous vous rappelez très bien comment est-ce qu'il y avait ce débat même peut-être au sein comment dire cela, au sein du parti au pouvoir sur la question de légitimité même du Premier ministre. Les gens ont dit d'où il vient. Est-ce que celui-là il était des nôtres? Il y a eu ces débats au départ. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de débat. Il est avec les siens en train de discuter de comment est-ce qu'il mène les choses. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas comment il gère la cuisine interne pour moi. C'est un Premier ministre, il aura à avoir toutes les cassettes qu'il veut, mais on le jugera et on jugera son président au résultat de ce qui sera obtenu fin 2015 et de ce qu'on aura dans le rétroviseur quand on regardera les cinq années derrière. Et pour moi, il faut pas oublier cet objectif-là. D'accord. On va maintenant porter un regard sur le fond parce que, comme annoncé, c'est, on va dire, le thème principal de cette session du BPN, du MPP, a porté sur la situation nationale. Donc, le Premier ministre a été invité pour faire la photographie de la situation. Alors, Bernard, il a fait une annonce importante qui est celle de l'institution de l'UTS sur les indemnités, à partir des indemnités et des primes des fonctionnaires. Alors, quand on sait que la question de l'UTS fait partie des points d'achoppement majeurs du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux, une telle annonce, qu'est-ce que ça peut bien révéler? Est-ce qu'il y a eu une entente entre les partis en concertation, ou bien là on montre encore une fois sa fermeté, sa volonté d'agir tout de suite et maintenant? Je pense que c'était des choses qui étaient déjà annoncées. Maintenant, bon, sur la question de l'UTS, déjà ça divise. Est-ce que cette mesure va passer maintenant? Parce que quand on parle également de primes sur ces revenus-là, ce n'est pas forcément le fonctionnaire lambda qui a ses avantages, hein. Ce sont les cadres et puis ce sont les membres du gouvernement qui sont toujours en mission, qui sont toujours en atelier ou en séminaire. Donc il y a quand même une catégorie de personnes qui bénéficient beaucoup plus sur ces faveurs-là. Bon, en termes de facilité, voilà, je parle de facilité. Donc pour faciliter un certain nombre de choses. Alors, si cela peut permettre effectivement d'avoir des éléments pour davantage augmenter nos recettes, moi je ne vois pas où véritablement se trouve le problème. Ailleurs, il y a les impôts sur le revenu, sur le fortune, sur ce que vous gagnez, et si vous ne les déclarez pas, à un moment donné, vous pouvez avoir des problèmes. Et donc, on a même vu parfois des footballeurs qui ont des problèmes parce que certains des revenus n'ont pas été déclarés. Donc, des candidats dans certains pays ont échoué sur la base de ces choses-là. Et donc, il y a cette réalité aussi qui est là. Donc, je pense que le mécanisme en soi, il n'est pas nouveau. Maintenant, le contexte n'étant pas les mêmes, et puis le contexte sociopolitique au Burkina Faso, il est différent. L'univers syndical est très différent des autres États. Comment est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va être perçu comme un élément qui va augmenter les recettes pour pouvoir permettre de réaliser certains projets, ou bien ça va être perçu comme une ponction de trop et donc une injustice de trop, et donc la fameuse phrase on n'est pas d'accord pourra peut-être sonner. Là vraiment c'est à l'aune de tout cela qu'on pourra effectivement apprécier. Sinon déjà avec la perception des taxes sur les véhicules, déjà vous voyez qu'il y a des grincements dedans. Donc je ne sais pas comment est-ce que ça va être accueilli. C'est sûr que bon, il y en a qui ne seront pas tout à fait à l'aise, mais ceux qui n'en bénéficieront pas diront d'ailleurs il faut le faire. Donc je pense qu'il y a cette réalité aussi qui est là. Nous sommes dans un contexte où il faut trouver des niches pour pouvoir agrémenter les recettes. Est-ce que on a regardé dans le bon angle? Est-ce que c'est là-bas forcément qu'il faut regarder? Est-ce que c'est là-bas forcément qu'on peut avoir effectivement les ressources? Bon, Dieu seul sait. Voilà ce que je pourrais dire sur cette question. Sur cette question de l'UTS, les partenaires sociaux et le gouvernement ne sont pas du tout d'accord. Votre regard avec cette annonce? Bon, pour moi, sur le chapitre des décisions qu'on prend comme ça et qui concerne l'ensemble des travailleurs et sur lesquels évidemment les syndicats ne sont pas d'accord, quelquefois qui font l'objet d'âpres discussions, je crois que c'est le terrain qui montre si ça va prospérer ou pas. C'est ça la réalité. Alors qu'on a entendu le président du Faso qui, au détour de son échange avec, je pense, la diaspora aux États-Unis, donc ceux qui ont pu faire le déplacement de New York,
a été très faible. Il a dit il y a des choses qu'on ne va plus accepter. Donc ça veut dire que la question de la fraude sociale, la question des grognes, des grèves et tout, il a rappelé le cas des médecins. Il a dit non, on va plus tolérer ces choses-là. Ça veut dire quoi? On va plus tolérer ces choses. Est-ce que c'est pour cela aussi qu'on se permet de façon courageuse de prendre un certain nombre de décisions, se disant que dans tous les cas, pour ce qui est de l'expression de contradiction en face, dans tous les cas, nous on a que maintenant c'est fini, on va plus, il y a eu trop d'oreilles attentives à cela, on a été trop conciliant, il faut. Et c'est pour ça qu'on veut tenter. Maintenant, n'oublions pas aussi qu'il y a une donne. On est à 1 an des consultations électorales. Et il y a des bras de fer dont on se fait l'économie. Même quand, quelquefois, souvent en politique, c'est bien cela. C'est la politique du gorille. On tape la poitrine, on tape à terre. Maintenant, quand on s'approche, on peut faire la collade parce que bon, on a fini de faire tout ce qu'il y avait comme expression. Lointaine de sa force. Mais quand vient l'étreinte, on se dit que bon, écoutez, c'est pas mieux. Il y a un combat qui est devant nous, allons ensemble. Et après, la bagarre reprend lorsqu'on a fini de se faire élire. Souvent aussi c'est la réalité qu'on a. Est-ce que c'est ce que ça va donner? Mais on a senti qu'il y a comme du point qui est tapé sur la table, mais est-ce que c'est en même temps avec la fermeté qu'on veut faire passer des choses? On va attendre de voir. On va attendre de voir, mais une chose est de l'instituer, de l'instaurer, et une autre aussi, ça date de prise d'effet. On dit que ça sera applicable à compter du 1er janvier 2019. C'est-à-dire qu'on fait quand même un retour pour appliquer cette mesure-là. Est-ce qu'on ne se donne pas ici on va dire le bâton pour se taper là-dessus? Vous vouliez quoi? Que ça soit applicable dès demain 1er octobre, c'est ça? Je ne sais pas trop. Non, mais c'est eux qui ont leur timing, ils savent un peu pourquoi. Puis ça leur donne le temps de juger et de juger. C'est aussi cela aussi la façon de gérer. Il y a comme un pavé qui est jeté dans la mare et on entend le voir. On l'a vu aussi avec plusieurs taxes, hein, vous vous rappelez, annoncées. Mais les gens sont restés tranquilles et puis ils se rendent compte que personne ne vient payer. Et après, quand on dit on va commencer à faire des contrôles, ça commence à devenir compliqué. Vous vous rendez compte qu'ils n'ont jamais accepté. Donc il y a des choses qui peuvent donner aussi ce type de réaction-là. Mais je suis convaincu que si tant il est vrai que les syndicats ne sont vraiment pas d'accord, on le saura et il y aura des sorties pour affirmer cela. Maintenant, comment est-ce que cela pourrait avoir... qu'est-ce que cela pourrait avoir comme impact fort? Est-ce que le rejet sera total? Est-ce que ça va être réversé encore dans d'autres discussions possibles? Ça, c'est des choses que les jours à venir vont nous préciser. Maintenant, est-ce que quand on prône un discours de paix, on porte un regard sur les remous sociaux et en même temps on tient de telles actions sans concertation et sans s'assurer véritablement que c'est des actions qui vont passer? Est-ce qu'on ne se donne pas ici des occasions de blocage encore du climat social? C'est ça, j'ai dit, le Burkina, c'est complexe et paradoxe en même temps. Donc, même quand il y a de la discussion ou des négociations, pour ne pas dire de la concertation, sur certains points ça n'aboutit pas. Les gens vont trouver parfois à tout moment de goulot d'étranglement ou des raisons de ne pas y aller. Donc je pense qu'il y a cette réalité qui est là. Est-ce que pour ces cas de figure, une concertation même pourrait marcher et dans quelles conditions? Je ne sais pas comment est-ce que, de mon point de vue, je ne sais pas comment est-ce que cette concertation pourrait prévoir. C'est peut-être donner un délai, donc comme il a dit, 1er janvier, donc il y a un temps qui est donné pour que les uns et les autres puissent s'organiser. Je pense que c'est beaucoup plus cela. Parce que même les concertations au Burkina, parfois vous ne savez pas ce que les uns et les autres se sont dit, parfois vous ne savez pas ce que le gouvernement a dit. C'est quand ça ne marche pas que quelqu'un sort et puis prend l'opinion à témoin parce que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Qu'est-ce qui s'était dit? Mystère. Donc, maintenant sur ces questions, c'est quel genre de dialogue ou quel genre de concertation il faut mettre par rapport à peut-être pour s'entendre sur ne serait-ce que les montants. Peut-être on dit on s'entend sur les montants. Alors, donc, appeler quelqu'un dit à partir de tel moment je vais couper ton salaire, donc ou faire comme ça, est-ce que ou bien sur ce que tu gagnes, disons sur ce que tu gagnes par le salaire forcément, alors est-ce que ça pourrait marcher? Donc la question que je me pose, en termes de concertation, comment est-ce que cela pourrait donner? Voilà. Notamment ma crainte, et on parle de l'UITS, le problème c'est que vous savez, il y a j'appelle ça pour le travailleur, c'est une charge quand il régale parce que c'est des choses en moins dans ce qui lui est reversé à la fin. Pendant que certains font le travail de l'annulation de ce type pour le travail c'est une charge de ce type d'impôt.
on demande l'élargissement. Vous savez que la dynamique elle est très différente. C'est-à-dire que c'est aux antipodes. Quelqu'un vient défendre que vous annulez quelque chose, vous dites maintenant on va élargir à tout le monde. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi j'ai dit il y a des craintes. Il y a des craintes. Maintenant, c'est vraiment c'est vraiment la réaction des syndicats qui va peut-être nous. Et puis moi j'ai peut-être un deuxième. Il y a quelque chose qui me dérange. Ça veut pour moi il y a des grosses décisions qui pourraient être annoncées, devraient l'être, pas dans des pas dans, je dirais pas en vase clos, mais pas dans des espaces où vous êtes entre gens du même bord. C'est-à-dire que là-bas, vous partez défendre peut-être vos bilans, moi, il n'y a pas de problème. Mais quand les grandes décisions qui touchent tout le monde, c'est de là-bas qu'on va les apprendre, moi, je pense qu'il y a aussi un petit problème, il y a aussi un petit souci. Il convient de préciser pour la compréhension des auditeurs, des téléspectateurs que ce dont nous parlons, c'est que l'ITUS qui est jusqu'à présent prélevé sur la base des salaires sera désormais instauré à partir du 1er janvier 2020 sur les indemnités et les primes que les fonctionnaires perçoivent. Donc c'est sur ça le débat qui se mène actuellement. Alors on va passer à autre chose, puisqu'il a parlé aussi de la situation sécuritaire. Il a laissé entendre qu'il ne sert à rien de laisser, de ne pas reconnaître que la situation est extrêmement difficile pour le gouvernement à l'heure actuelle. Il a aussi laissé entendre que nos soldats, la plupart n'ont pas été préparés à ce type de guerre, même s'il les soutient en disant qu'ils ne donnent pas les armes aux terroristes sans combattre, ils combattent jusqu'à la dernière énergie. Et la situation sécuritaire, elle a été quand même dépeinte de façon franche et directe. Votre regard là-dessus? Il n'y a rien de tel que de dire effectivement les choses telles qu'elles sont, de dire la vérité. Effectivement, on n'a pas su anticiper par rapport à la question du terrorisme. C'est vrai que des officiers burkinabés avaient bénéficié de formation sur les questions du terrorisme. Parfois, c'est des offres de formation qui sont faites, parfois c'est à la demande effectivement du Burkina. Mais bon, ça dit que la mécanique, se préparer, les manœuvres qui vont avec choses, là il faut dire que bon, là on s'est laissé surprendre. On s'est laissé surprendre parce qu'on regardait les choses de loin. La crise libyenne, le Burkina d'ailleurs a négligé l'appel de Amadou Toumani Touré en son temps. Nous faisons partie des premiers à avoir planté le drapeau, à avoir reconnu, avoir nié Kadhafi et reconnaître les nouvelles autorités libyennes. Donc on n'avait pas véritablement pris la pleine mesure de la situation. Et quand le coup d'État de Aya Sanogo a renversé ATT, on n'avait toujours pas pris effectivement la pleine mesure de la situation, parce qu'en ce temps nous aussi on avait un débat national pour ou contre l'article 37. Donc nous étions occupés par un seul article de notre constitution que bon, on n'a pas vu venir les choses, ou on a fait semblant de voir venir les choses. Et donc sur le plan militaire, on ne s'y était pas. Le plan de la prévention, voilà, je dirais le plan de la prévention, on a l'impression qu'on ne s'était pas véritablement préparé en termes de pouvoir faire face, en termes de dispositifs, d'amélioration de renseignement et tout. On avait un renseignement qui fonctionnait, mais tout le monde savait à qui ça servait. Donc il y avait un certain nombre de choses. Donc on s'est laissé, quoi qu'il en soit, quand même surprendre. Et après l'insurrection, la transition est arrivée, la chaîne du renseignement a été chamboulée. Donc il y a eu des changements de personnes, des changements de dispositifs, il y avait des rivalités, tout. Et ensuite, après la transition, on a continué dans cela. Donc il y a beaucoup de retard que nous avons pris, compte tenu des guerres, compte tenu aussi de l'environnement sociopolitique. Il y a tout cela. Là, il faut considérer cela à nos soldats, ajouter au fait que, comme on l'a dit, c'est une guerre effectivement asymétrique, où l'ennemi prend du temps pour se préparer, vous épier, et à un moment donné, il frappe. Donc ça, il disparaît. Et surtout que dans le contexte burkinabé, selon certaines enquêtes, près de 90% ne sont pas revendiqués, des attaques ne sont pas revendiquées. Donc qui les fait et pourquoi? Donc en réalité, nous sommes beaucoup plus dans ce contexte-là. Alors que si on devrait pouvoir regarder avec recul, il y a eu des signaux quand même. Je me rappelle de la sortie de Bigot qui avait dit qu'après le Mali, ça allait être autour du Burkina. Ce que nos autorités en son temps avaient fait, c'était de dire, entre griffes, à ce petit Français, pour certains sont allés dire à ce petit Blanc, qui n'a pas de leçon à donner au Burkina Faso, qui n'a qu'à s'occuper de la France, c'est un oiseau de mauvais augure. Tout le reste de savoir, est-ce qu'il y a de la vérité là-dedans,
comment on se prend, comment nous devons nous prendre pour nous préparer, j'ai l'impression que cet aspect-là a été négligé. Et pas à la tasse. Nous sommes effectivement dans une telle situation. Maintenant, l'heure n'est plus à qui a fait quoi, l'heure est beaucoup plus à la solution que de ressasser un passé, d'ailleurs, qui est largement dépassé. Donc, on n'a plus le temps pour ressasser le passé. C'est vrai que les raisons, les causes doivent pouvoir nous édifier, mais la réponse aujourd'hui, c'est quelle réponse maintenant on donne par rapport aux années à venir, par rapport à un certain nombre de choses. Je pense que c'est beaucoup plus sur ces questions-là que nous devons jouer. Voilà. Je pense que la réalité, c'est que nos forces, à un moment donné, avaient été excédées même par le grand banditisme ici, avaient été débordées. Des policiers dans des braquages, des véhicules de transport en commun n'ont pas pu s'en sortir. On succombait effectivement après des tirs. Donc on a vu le... Donc il y avait ce contexte-là déjà qui est là. Donc d'un point de vue sécurité, il y avait déjà un problème. Après la crise ivoirienne, c'était beaucoup plus le grand banditisme. C'est des braquages avec des armes de guerre. Maintenant, la question du terrorisme qui est venue s'ajouter, et là, ça demande effectivement tout un travail. Donc, je pense que la situation telle que dépeinte, c'est bon de dire la vérité. Et après cela, maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir être à la hauteur du challenge. Je pense que c'est beaucoup plus là les enjeux. Alors, Geoffroy, sur le défi sécuritaire, le Premier ministre a été également clair. Il a parlé de l'engagement de nos soldats au front, et je le cite d'ailleurs. Contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les enfants se battent effectivement. Ils se battent, mais n'ont pas la compétence nécessaire contre les terroristes qui sont allés se former à l'extérieur, qui reviennent avec un certain nombre de moyens qu'ils ont acquis avec le soutien de certaines puissances. Alors, encore une fois, les puissances sont indexées, les connivences soupçonnées. Ce type de langage de la part d'un Premier ministre, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, ce que ça m'inspire, c'est beaucoup de choses. Vous savez, le terrorisme, c'est une réalité. Hein, c'est un frein au développement. Ça empêche de s'occuper d'autres questions qui sont celles de plus primordiales, hein, pour nos populations, à savoir comment est-ce qu'on améliore leurs conditions de vie chaque jour. Mais c'est pas pour autant que ça doit servir de prétexte. C'est pour moi comment dire cela, c'est le distinguo qu'il faut faire. Ils ont commencé, c'est vrai, et dès la prise du pouvoir, en gros, dès l'exercice même de ce pouvoir-là, ils ont été tapés. Et quand je dis ils, c'est pas que le Burkina, je dirais de façon générale. Mais c'est eux qui sont au pouvoir. On ne demande pas aux médecins de nous raconter notre mal, notre mal. On vit notre mal chaque matin. S'ils le racontent avec des bons mots, avec de la justesse, alhamdoulilah, ça veut dire que maintenant, il sait ce qu'on vit, il sait ce qui se passe. Le problème, c'est pas ça. C'est est-ce que le remède qui est administré depuis est en train d'avoir des effets probants? Pour moi, c'est ça la grande question. Et puis, deuxièmement, c'est pas tant le diagnostic. C'est depuis quoi? 2005 qu'on est tapé. Depuis, on n'est plus à l'ère du diagnostic. Et puis, il ne faut pas dire à demi-mot que nos gars ne sont pas formés. Je pense que c'est pas ça le problème. Parce que après, on a encore d'autres ministres qui disent ce n'est pas une question de formation, ce n'est pas une question de matériel. Je crois que. On dit une chose et on dit une autre chose. Et il n'a pas dit qu'ils ne sont pas formés, ils disent qu'ils n'étaient pas préparés à faire ce type de guerre, en fait. Mais c'est une guerre asymétrique, c'est pas quelque chose qui est. C'est pas des guerres conventionnelles, je veux dire, où on fait des otages, parce que, quoi qu'on dise, même la guerre a ses codes et ses règles. Quand vous avez désarmé quelqu'un, vous faites des otages, après vous négociez comment est-ce que vous pouvez faire l'échange et des choses comme ça. C'est une guerre qui est très différente. Et je pense que la plupart des pays qui ont été tapés s'y sont adaptés. Ça veut dire quoi? On se rend compte que ce n'est plus la même façon traditionnelle qu'on a de faire le combat. On s'adapte. Maintenant, pour moi, c'est pas le moment on a l'impression qu'on est dans l'excuse. C'est pas le moment d'élaborer des excuses ou de dire bon, voilà pourquoi on n'a pas ceci, voilà pourquoi on n'a pas cela. Non, vous êtes là pour apporter des solutions. Vous devez être des générateurs de solutions. Le diagnostic, pour moi, le temps du diagnostic il est passé. Combien de colloques on a fait dans Ouagadougou?
Combien de fois on a vu ces rencontres-là? Il n'y a même pas longtemps, CEDEAO, c'était les ministres de la Sécurité qui étaient ensemble pour faire des propositions qui étaient intéressantes sur la question de la collaboration. Voilà des choses sur lesquelles on veut l'entendre. Comment est-ce que ces choses-là se mettent en branle? Comment est-ce qu'on avance sur ces questions? Maintenant, développer au point de nous mettre dans les explications de pourquoi est-ce qu'on échoue, presque, moi je dis c'est pas la bonne dynamique aujourd'hui. Ce qu'on demande, c'est qu'un Premier ministre nous dise de façon très claire, avec tout le ton convaincant, là où il est en train de nous emmener, la stratégie qui est en train d'être menée. Et pendant qu'il est en train de dire ça, n'oublions pas qu'il y a la police qui est en train de sortir des infos, il y a des déballages qui sont faits, il y a un discours qui met fort mal à l'aise, parce que je dis aussi, quelquefois il faut comprendre, quand vous avez vos parents qui sont à des postes assez avancés, vous allez vous dire que chaque soir quand vous l'appelez, c'est de savoir s'il est là ou il n'est pas là. C'est pas facile. Donc quand ils vous disent dans l'exercice de nos fonctions, voilà ce dont on a besoin, voilà la réalité qui est la nôtre aujourd'hui lorsque nous sommes en première ligne, écoutez, on se dit que bon, pour le bien de tout le monde, il faut se taire, au risque de voir de se réveiller chaque matin et raconter que tel collègue est parti, tel collègue est parti, tel collègue est parti. Est-ce qu'il faut ça? Il faut tenir compte de toute cette réalité-là quand on tient son discours en tant que Premier ministre. Pour moi, et qu'on le tienne même dans un espace qui est celui de conviction partagée politique, mais dans tous les cas, le relais, il est là, parce que nous en parlons sur le tribunal de l'actualité. C'est aussi comme si vous vous adressiez sur ces questions-là au reste des Burkinabés, qui ne partagent pas forcément la même idéologie politique que vous, et qui ne sont pas du même bord que vous. Donc pour moi, c'est des questions nationales, et je le veux plus rassurant, et peut-être moins dans des explications sur pourquoi est-ce que on échoue presque dans la façon de parler, mais plutôt comment est-ce qu'on peut... Pour vous, on est en train de justifier plutôt que d'annoncer des remèdes. Et même pour moi, c'est comme si on dit qu'on est en train d'échouer presque, et voilà les raisons. Non, il faut dire pourquoi est-ce que ça va marcher, quelle est la stratégie qui est la vôtre, et puis pourquoi est-ce que les Burkinabés qui vous regardent devraient avoir confiance. Parce que chaque jour, écoutez, la réalité elle est implacable. Ce qui est bien, c'est que ça ne se raconte pas, ça se vit. Chacun a un parent quelque part à côté. Il sait ce qui se passe. On connaît le nombre de déplacés chaque jour qui intègrent des villes. Il y a des reportages qu'on a cessé de faire sur certaines questions. D'accord. Alors, autre chose abordée par le Premier ministre Christophe Dabiré, c'est la question des remous sociaux, sur laquelle en tout cas il s'est longuement penché. Et concernant la rupture de dialogue avec les syndicats, il a dit que ce n'est pas le gouvernement qui a claqué la porte, mais c'est plutôt certains syndicats qui en demandent trop. Et là-dessus, il a promis une politique de fermeté. On ne va plus accepter des revendications, de nouvelles revendications qui vont mettre à genoux le pays. Bernard, rapidement, votre regard. Bon, c'est eux qui ont accepté les toutes premières revendications à un moment donné, qui ont accédé de façon inattendue à certaines doléances et qui ont fait que effectivement la France sociale s'est durcie. Donc c'est devenu un objet de chantage et en même temps de marketing, pour ne pas dire de négociation. Si vous avez donné à X, donnez-nous aussi. Vous avez donné ça, donc c'est devenu en même temps, c'est eux qui ont ouvert la brèche. Maintenant, comment est-ce qu'ils referment cette brèche-là? Ils sont là pour cela. Donc c'est pour trouver effectivement cette solution par rapport à tout cela. Maintenant, effectivement, pour le dialogue, il n'a pas abouti parce que les syndicats effectivement ont claqué la porte. Là, il faut dire, c'est vrai, ce n'est pas le gouvernement qui a claqué la porte, mais c'est le comportement qui envoie effectivement ce comportement du syndicat. Parce que le syndicat dit, bon, c'est sur la mauvaise foi du gouvernement, et donc qu'ils ont pris cette décision. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus lié au comportement du gouvernement qu'à la responsabilité du syndicat. Donc en fait, sur cette question, au moins les choses sont claires. Mais maintenant, comment est-ce que les syndicats vont revenir à la table de négociation? Ou bien c'est une suspension qui va prendre du temps, et pendant combien de temps? Là, nous ne le savons pas. Maintenant, faire preuve de fermeté, oui, effectivement, dans la gouvernance, il faut savoir faire preuve de fermeté. J'ai dit, la France nous a montré un bel exemple. Elle qui dit toujours à nos gouvernants de gérer les remous sociaux avec responsabilité et laisser les uns et les autres s'exprimer. Nous avons vu l'arsenal presque des guerres qui est sorti contre les gilets jaunes en France. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Voilà, donc il y a à un moment donné un dosage de fermeté
qu'il faut savoir, c'est pourquoi d'ailleurs il y a la force légale appartient effectivement, comment on appelle ça, à l'État, donc au monde, à ceux qui dirigent. Maintenant, comment est-ce qu'il faut savoir manier cet état de fermeté avec aussi la responsabilité qui va avec? Parce qu'il ne s'agit pas d'imposer aux uns aux autres de la dureté, de la rigueur et s'oublier soi-même. Donc je pense que c'est beaucoup cette exigence de fermeté, c'est aussi... D'accord. Voilà. On va permettre à Geoffroy d'aller rapidement pour qu'on puisse aborder le second sujet. Il a laissé aussi entendre qu'il a instruit le ministre en charge de la fonction publique de rendre opérationnelles les recommandations issues de la conférence sur les systèmes de rémunération. Alors, on a l'impression qu'il est le seul à ce jour qui croit toujours à ces recommandations-là. Votre regard? Mon regard, c'est que voilà un grand rendez-vous qui suscitait beaucoup de controverses, certes, mais quand même des espoirs de ce qu'on puisse solutionner de façon définitive un problème global, mais qui est posé par chaque groupe selon son cas. Vous y allez, il est une bonne partie du monde syndical qui décide d'y aller, qui se retrouve ridicule à la fin. Un ministre qui l'a porté contre Vonzimare et qui à la fin est encore plus ridicule. Et puis on a un exécutif et un président qui a, je ne sais pas comment qui est passé à autre chose. Et aujourd'hui on vient nous rappeler que non, on va demander de mettre, tout est une question de timing, hein, je pense dans les stratégies. Il y a quelque chose qui cristallise les attentions. À un moment donné, tout le monde était pendu aux lèvres de savoir quand est-ce que on allait avoir les conclusions, qu'est-ce qui allait en sortir, qu'est-ce que le gouvernement en ferait, qu'est-ce que le président déciderait là-dessus. Restez comme ça. Ceux qui y sont allés, on a vu le point de presse. C'est à des mots qu'ils ont dit qu'ils ont été ridiculisés, que c'est la fin, ils ne vont plus participer à ces choses-là. S'il faut faut être l'objet de la hiérarchie de la part des autres, être considéré comme aidant des vendus, aller à une dynamique qui pour eux, dans la contribution, est pour l'avancée du Burkina de façon commune, et qu'après vous vous retrouvez dans ces situations-là, ça devient un peu compliqué. Est-ce que le Premier ministre ne revient pas? Pour moi, il n'est pas dans une démarche anachronique. Est-ce que c'est pas passé ça? C'est la grande question que moi je me pose. La fermeté qu'on demande, pour moi la fermeté se fait et elle a son sens à un moment donné. Après, ça perd toute sa saveur. D'accord. Merci à tous les deux pour votre regard sur les propos tenus par le Premier ministre Christophe Dabiré à l'occasion de la session ordinaire du Bureau politique national, national du MPP. C'était ce week-end et c'est sûr que ces propos continueront d'alimenter les débats au cours de cette semaine. Alors, on va rapidement porter un regard sur les commémorations des obsèques de l'ancien président Chirac. Voilà, vous savez que la France a en train de donner un dernier hommage à l'ancien président qui s'est éteint à l'âge de 86 ans. C'était le 26 septembre dernier. Alors, Chirac, l'Africain, comme il est appelé, comment on peut voir cet homme du point de vue africain? Bernard Boukma, si la France commémore de façon pompeuse le départ de l'homme, est-ce que, du point de vue africain, nous devons aussi être dans cette dynamique, devons-nous en réjouir, ou bien le nom de Chirac rappelle des mauvais souvenirs, comme pour certaines personnes peuvent le dire? Bon, mais sur le continent africain, Chirac, il a beaucoup d'amis, hein, ça aussi il faut, parce qu'il a réussi à avoir l'image de cet homme d'État, image suffisamment policier, image conviviale, donc qui n'écorche pas comme Sarkozy, ou qui vient pas beaucoup plus en donneur de leçons sur certaines questions comme Macron. Donc je pense qu'il y a cet aspect de Chirac qui a véritablement marqué les Africains. Maintenant, ce qu'il a fait en sous-main, là, ce sont les rapports qui les font ressortir. Donc, c'est ce que le continent retient. Donc, les Togolais retiennent qu'en 2005, en février 2005, après la disparition d'Étienne et Yassingbe, donc quand Faure a voulu prendre les choses en main, Chirac s'est fâché, il a dit aux petits entre griffes de se calmer. Mais ne crains pas, ça va aller. La suite, on la connaît. Faure est président. Au Burkina, quand il est arrivé en 86, c'était la première cohabitation d'ailleurs en France, parce qu'il y a eu 3 cohabitations. La première cohabitation sous Mitterrand, il était Premier ministre. La suite, on l'a connu au Burkina Faso en 87. J'ai dit il y a 3 cohabitations, parce que lui, il a fait 2 cohabitations. La deuxième cohabitation, c'était François Mitterrand et Édouard Balladur. Ça, c'est dans 87.
en 93, et puis Chirac et Lionel Jospin comme Premier ministre. C'était la troisième cohabitation. Et là, c'était en 97. Donc, à l'issue donc lui-même, il a fait 2 cohabitations. Donc, c'est ça aussi la qualité de l'homme, la force de l'homme. Mais c'est l'homme aussi qui a tout fait pour que les réseaux français, on l'appelle d'ailleurs le réseau chiracien en France, en Afrique, puisse pouvoir faire en sorte que les intérêts de la France ne soient jamais touchés. Je pense que aussi c'est ce qui vaut de lui aussi l'un des présidents les mieux aimés, pour ne pas dire les plus aimés en France, dont l'une des personnalités politiques aimées également par les Français, admirée et aimée par les Français jusqu'à son décès. Geoffroy, quel regard portez-vous sur l'homme qu'est Jacques Chirac? Jacques Chirac, bon, je ne serais pas trop concerné par le président français qu'il était, mais plutôt à travers cette fonction-là, ce qu'il a été aussi pour le continent. Il y a une première phrase que Bernard disait, il a beaucoup d'amis sur le continent. Maintenant, la grande question, était-il vraiment l'ami des Africains? Je pense plutôt qu'il était l'ami des chefs d'État et de certains chefs d'État africains. On pourra citer Houphouët-Boigny, on pourra citer Henri Konan Bédié pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, on pourra citer Blaise Compaoré, on pourra citer Fort-Père, presque Fort-Fils aussi, tous les dinosaures, on pourra les citer, parce qu'il était aussi, quoi qu'on dise, un genre de bouclier relativement aux aspirations qui étaient souvent celles des peuples et qui étaient en contradiction avec la volonté notamment de ces personnes qui se voyaient une éternité au pouvoir. C'est ce que me rappelle Chirac. Et n'oublions pas que Chirac, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, il en a fait un de ses points phares. Parce que d'abord même, quand il était maire, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 90, son discours qu'il a tenu depuis Abidjan, il a parlé du multipartisme comme étant d'un luxe que les pays en voie de développement ne pourraient souffrir, qui devraient donc rester arc-boutés ou plutôt avoir en axe la question de développement. Ça, c'était sa façon de voir les choses. Mais bon, dans ce que les peuples ont pu arracher, on a compris que ce multipartisme-là, c'est bon pour nous. C'est ce que je retiens de cet homme. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Quand vous prenez la façon dont, même président, il s'ingérait et presque mettait toutes les pressions sur nos chefs d'État, regardez le cas Gbagbo. C'est en 2004, lorsque d'abord Gbagbo qui ne voulait pas respecter le traité qu'il y avait avec la France sur la coopération militaire, parce que la France avait cette enclave-là avec son armée française sur son sol. Quand ça a dégénéré en 2004, il y a l'armée ivoirienne qui a frappé les positions de celles françaises. Ce n'est pas un secret. Chirac avait décidé d'aller taper Gbagbo et l'enlever. Comment un chef d'État d'un pays peut décider comme ça? C'est normal, parce que c'est cette façon de voir qu'il avait. Vous êtes avec moi, ou bien vous n'êtes pas avec moi, vous n'allez pas sommeiller. Et la preuve, quand il est parti, Gbagbo dit depuis que Chirac est parti, je dors mieux. Il n'avait pas compris. Parce que Sarkozy, c'était encore son pire cauchemar. Sarkozy, c'était son pur produit d'ailleurs. Et c'était son pur produit. Regardez Chirac, dès qu'il arrive en 95, qu'il appelle Foucault, qui a été le conseiller de De Gaulle et Pompidou. On connaît ce que les gars ils ont eu comme boulot et quelle est la perception de la relation entre la France et ses anciennes colonies. Il fallait donner l'illusion d'une indépendance, mais garder non seulement une certaine indépendance, mais une certaine pression. Et ça, à travers des relais, et parmi lesquels il y avait des gens comme Houphouët-Boigny qui ont eu à travailler, qui était une phase assez en avant. Derrière, il y avait Foucault dont je parlais. Donc, c'est ce dont je me rappelle. Maintenant, peut-être au soir de sa vie, c'est quelqu'un aussi qui a voulu rectifier les choses. Parce qu'il y a une autre aussi, j'ai parlé de 90, son discours sur le multipartisme, mais c'est le même qui a dit aussi à un moment donné qu'une bonne partie, parlant des Français, une bonne partie de l'argent que nous avons dans nos porte-monnaies, nous le devons à l'Afrique et au siècle d'exploitation que nous avons eu à effectuer là-bas. Et, pour paraphraser, continuer pour dire que ce n'est pas une question de bon sens, mais il faut leur rendre ce qu'on leur a pris. Bon, mais ça, c'est quand on est vieux qu'on fait son mea culpa. Mais quand on dit Chirac, voilà ce que ça me rappelle moi. D'accord. Merci pour ce regard sur Jacques Chirac qui
en tout cas tirer sa révérence qui est rendue, qui est célébrée ce matin sur toute la France. Et du point de vue africain, on a des regards partagés également sur l'homme qu'il a été. Merci à vous. On se retrouve demain donc pour la deuxième convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.